Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 36 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de cette leçon numéro 36, qui sera également le thème de la leçon numéro 36 du manuel de communication, s'intitule « Dire du bien ». Pour cette leçon numéro 36, comme lors de la leçon numéro 35, nous nous aiderons principalement du chapitre numéro 19 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « Le caractère, la personnalité ». Puisque nous avons introduit tous les chapitres du manuel de vocabulaire, jusqu'à la fin de ce cours, nous nous appuierons, nous nous aiderons également de tous ces chapitres que nous avons déjà vus, donc jusqu'ici. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici, et encore une fois, je vous souhaite bon courage pour cette leçon numéro 36. C'est parti. La philosophie. En français, ce que l'on appelle la philosophie, en quelque sorte, c'est une science qui s'intéresse aux grandes questions, aux questions générales, aux questions d'ordre global de notre société, de manière donc générale, de manière globale et de manière abstraite. La philosophie s'intéresse donc aux grandes questions qui animent notre société ou le monde dans lequel on vit, donc à un niveau général, à un niveau généralement abstrait. Voilà donc ce qu'est la philosophie. Une personne qui fait de la philosophie est appelée un philosophe. Ou, si c'est une femme, évidemment, on l'appellera une philosophe. Un mouvement. Alors, vous savez déjà tous probablement ce que l'on appelle un mouvement. Un mouvement, par exemple, c'est lorsque je bouge mon bras, il y a un mouvement. Mon bras est en mouvement. Cependant, en français, un mouvement peut également décrire un groupe de personnes qui souhaitent ensemble changer quelque chose, apporter quelque chose de nouveau dans le monde. Il peut donc, par exemple, y avoir des mouvements artistiques. Par exemple, on a eu, dans l'histoire, beaucoup de mouvements artistiques. Pour vous donner un exemple, on peut penser notamment, par exemple, au mouvement impressionniste. Le mouvement impressionniste était un mouvement de peintres français, notamment, qui peignaient d'une certaine manière, donc que l'on a appelé cette façon de peindre, on l'a appelé l'impressionnisme. Donc c'est un mouvement, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui fait plus ou moins la même chose, qui pense plus ou moins la même chose et qui ensemble vont essayer, donc ces personnes vont essayer ensemble de changer quelque chose à la société, de changer quelque chose à un domaine en particulier. Par exemple à l'art, mais on peut également avoir des mouvements politiques, on peut également avoir des mouvements culturels. On pourrait par exemple penser à un mouvement philosophique. Un mouvement philosophique, c'est un mouvement de philosophes, probablement donc, qui vont essayer ensemble de développer des philosophies, probablement donc, pour essayer de changer l'idée que l'on se fait de la société. Parmi les mouvements philosophiques que l'on a pu avoir dans l'histoire, on peut notamment penser au mouvement des Lumières au XVIIIe siècle. Alors, on parlera de ce mouvement des Lumières un peu plus dans le dialogue qui va suivre. Brillant. En français, l'adjectif brillant peut être utilisé, par exemple, pour décrire quelque chose qui a beaucoup de lumière. Quelque chose qui brille, comme une étoile, par exemple, est donc brillant. Une étoile est brillante. Mais brillant, en français, l'adjectif brillant peut également qualifier une personne qui est particulièrement intelligente. On dira donc que cette personne est brillante. Elle est très intelligente, elle est brillante. Comique. Une personne que l'on qualifie de comique est une personne qui est drôle, qui est marrante, qui nous fait rire. Si vous me faites souvent rire, si vous êtes quelqu'un de très drôle, je pourrais donc dire
que vous êtes quelqu'un de comique. Blague à part. En français, on peut utiliser l'expression blague à part lorsque l'on s'apprête à dire quelque chose de sérieux. Donc, en fait, lorsque l'on dit blague à part, eh bien, c'est la même chose que si l'on disait, bon, plus sérieusement, blablabla. Par exemple, si je viens de parler de quelque chose, que nous avons rigolé, que nous avons fait des blagues à propos de cette chose, mais que, à présent, je m'apprête à dire quelque chose de plus important, de plus sérieux, donc, eh bien, je peux vous dire, bon, blague à part, voilà le problème que l'on a. Voilà donc l'utilisation en français de cette expression blague à part. Remarquable. En français, on peut utiliser l'adjectif remarquable pour dire que quelque chose est vraiment spécial et en fait généralement vraiment bon. Lorsque l'on utilise l'adjectif remarquable, c'est généralement avec donc une connotation, un sens positif. Remarquable, dans l'adjectif remarquable, on peut reconnaître le verbe remarquer. En français, vous le savez très probablement, lorsque l'on dit que l'on a remarqué quelque chose ou quelqu'un, eh bien, c'est que l'on s'est aperçu de cette personne ou de cette chose, que l'on a vu cette personne ou cette chose. Quelque chose de remarquable, donc, en fait, est quelque chose qui est tellement bien, tellement spécial, eh bien, que l'on remarque cette chose facilement, c'est-à-dire que l'on voit cette chose facilement. Par exemple, si je vous dis, vous avez fait un travail remarquable, eh bien, en fait, je suis en train de vous dire, vous avez fait un travail qui est tellement bon, eh bien, qu'on voit tout de suite, que l'on remarque donc tout de suite que ce travail a été bien fait. Vous avez fait un travail remarquable. De la même manière, on pourrait dire, cette personne est vraiment remarquable, c'est-à-dire, elle est vraiment bien, elle fait des bonnes choses, on voit tout de suite que c'est une bonne personne, c'est donc quelqu'un de remarquable. Visionnaire. En français, quelqu'un de visionnaire, si l'on dit de quelqu'un qu'il ou qu'elle est visionnaire, eh bien, en fait, c'est que cette personne est capable de voir les choses avant les autres. Dans visionnaire, il y a donc vision, vision qui découle, qui vient du mot voir. Visionnaire est donc quelqu'un qui voit les choses avant les autres, plus ou moins. On dit de quelqu'un que il ou qu'elle est visionnaire lorsque cette personne est donc capable de faire, de penser aux bonnes choses avant les autres. Quelqu'un qui a une très bonne idée, qui sait que cette idée va marcher bien avant les autres, bien avant que les autres ne comprennent que cette idée pourrait marcher, que ce pourrait être une bonne idée, eh bien cette personne peut donc être qualifiée de visionnaire. Un visionnaire, en général, ou souvent, peut être également appelé un ou une précurseur. Un ou une précurseur, en français, est une personne qui fait les choses pour la première fois. Par exemple, on peut dire que, pour vous donner un exemple, eh bien, on peut dire que la Chine a été un précurseur pour donc créer de nombreuses technologies. Par exemple, on peut penser à la poudre à canon et un certain nombre d'autres technologies. La Chine a été un précurseur, c'est-à-dire qu'elle a été le premier pays à créer ces technologies. Et donc on peut dire d'une personne qu'elle est visionnaire, donc qu'elle avait vu avant les autres que cette chose-là allait marcher. Alors par exemple, pour vous donner un autre exemple, on peut dire que quelqu'un comme Steve Jobs, par exemple, était visionnaire, car il avait compris, il avait vu que les produits qu'il pensait, les produits qu'il allait créer, allaient marcher très bien. Il était visionnaire, il l'avait vu, et donc Steve Jobs peut également être considéré comme l'un des précurseurs de l'informatique, c'est-à-dire l'une des premières personnes à avoir vraiment travaillé et à avoir eu du succès dans l'informatique. Aborder.
En français, on peut utiliser le verbe aborder pour dire, notamment, parler de. Aborder peut avoir différents sens, mais l'un de ces sens, en français, est parler de quelque chose. Par exemple, si je vous dis « j'aimerais parler avec vous de ce sujet », eh bien je peux dire « j'aimerais aborder ce sujet avec vous ». Aborder, c'est donc parler de quelque chose. Égocentrique. En français, l'adjectif égocentrique décrit une personne qui a un gros ego, c'est-à-dire qui a une grande estime de soi-même. L'ego, en fait, c'est l'opinion, l'avis que l'on a de soi-même. Lorsque l'on est égocentrique, eh bien, c'est que l'on a une grande estime, en quelque sorte, ou plus exactement, que l'on pense beaucoup à son ego, que l'on pense beaucoup à soi-même. On est égocentrique, c'est-à-dire on pense énormément à soi et on oublie un peu de penser aux autres. Donc, on dit donc de ce genre de personne, en français, qu'il ou qu'elle est égocentrique. Excentrique. Excentrique, dans l'adjectif excentrique, en français, on peut reconnaître le mot centre. Quelqu'un qui est donc excentrique est quelqu'un qui n'est pas au centre. Quelqu'un qui est donc en dehors du centre. En fait, en français, on va qualifier une personne d'excentrique si cette personne n'est pas normale, c'est-à-dire qu'elle est vraiment différente des personnes normales ou des personnes que l'on voit d'habitude. Quelqu'un qui donc agit de manière très bizarre, une personne qui est donc très étrange, peut alors être qualifiée d'excentrique. D'excentrique, c'est-à-dire qui n'est pas comme les autres personnes. Disons que les autres personnes qui sont normales, eh bien, sont dans le centre, et une personne excentrique qui agit donc bizarrement, qui fait des choses étranges, eh bien, ne sera donc pas dans le centre, et on dit donc cette personne est excentrique. Paradoxal. En français, quelque chose de paradoxal est quelque chose qui n'est pas logique. Par exemple, je peux vous dire, moi j'adore les fruits, mais je n'aime pas les jus de fruits. C'est bizarre, j'adore les fruits et pourtant je n'aime pas boire de jus de fruits. C'est quand même étrange, je peux dire alors que c'est paradoxal. C'est paradoxal car ce n'est pas logique. Si j'aime bien les fruits, eh bien normalement, je devrais également aimer boire des jus de fruits. Mais ce n'est pas le cas, c'est donc paradoxal, c'est donc contraire en quelque sorte à la logique, c'est contraire à ce que l'on pourrait attendre. C'est donc paradoxal. Admirer. En français, on utilise le verbe admirer pour dire j'admire quelque chose ou j'admire quelqu'un, pour dire que l'on regarde quelque chose, que l'on regarde quelqu'un avec énormément d'intérêt. On aime vraiment, par exemple, un tableau, je peux dire j'admire ce tableau. Vraiment, ce tableau est magnifique, il est très beau, je l'admire. De la même manière, je peux dire j'admire une personne. Cette personne est vraiment très intéressante, cette personne est très intelligente, cette personne est brillante, par exemple, donc je l'admire, j'aime énormément ce qu'elle fait. On utilisera donc le verbe admirer. Fameux. En français, on utilise l'adjectif fameux pour dire que quelque chose est bien connu, que quelque chose est populaire, que beaucoup de gens le savent. Par exemple, en fait, fameux, si on écoute bien, c'est un peu comme l'adjectif anglais famous. Fameux en français, famous en anglais. Donc, fameux a à peu près le même sens que famous. On peut dire, quelque chose est fameux pour dire que cette chose est vraiment populaire, que cette chose est vraiment connue, que tout le monde connaît donc cette chose. Un cliché. Un cliché, en français, ce que l'on appelle un cliché, eh bien, c'est quelque chose que l'on dit en général sur quelque chose. En fait, c'est comme une croyance populaire. Tout le monde dit une chose sur, donc, cette chose en particulier, tout le monde croit cette chose
sur un sujet en particulier. On peut donc appeler cela un cliché. Alors, par exemple, je peux vous donner donc quelques exemples. Un cliché, par exemple, sur la France, eh bien, c'est que tous les Français, tous les garçons français sont romantiques. Ça, c'est un cliché, c'est-à-dire que beaucoup de gens croient, eh bien, que tous les garçons français sont très romantiques, ou en tout cas, sont plus romantiques que les garçons des autres pays. Donc, un cliché, c'est une chose que tout le monde croit, qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, mais c'est une chose que tout le monde croit. Par exemple, un autre cliché sur les Français est qu'ils sont arrogants. Ils sont arrogants, c'est-à-dire qu'ils pensent être meilleurs que les autres, plus intelligents, etc., etc. Donc voilà ce qu'est un cliché. Par exemple, le romantisme, le fait que les Français sont censés être plus romantiques que les autres, eh bien, c'est un des fameux clichés, donc, sur les Français. Un des fameux clichés, c'est-à-dire un cliché que beaucoup de gens connaissent, un cliché populaire que les gens répètent. Nier. En français, le verbe nier signifie ne pas avouer. Ne pas avouer, donc, c'est nier. Pour vous donner un exemple, si vous me dites Adrien, je t'ai vu dans ce bar hier soir. Et que je vous dis mais non, ce n'est pas vrai, je n'étais pas dans ce bar hier soir. Eh bien, je suis en train de nier ce que vous êtes en train de me dire. Je nie, je vous dis non, je n'étais pas dans ce bar, ce n'est pas vrai, je nie ce que vous dites. Par exemple, également, pour vous donner un autre exemple, eh bien, si vous avez entendu quelqu'un vous dire qu'il avait vu votre copine, votre petite copine ou votre petit copain avec quelqu'un d'autre, et que vous dites donc à votre petite copine ou à votre petit copain « J'ai entendu dire que tu avais vu d'autres personnes », et que votre petite copine ou que votre petit copain vous dit « Non, ce n'est pas vrai, je n'étais avec personne, c'est des bêtises, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais vu personne d'autre, etc., etc. » Eh bien, cette personne, donc votre petit copain ou votre petite copine, est en train de nier ce que vous lui dites. Elle nie, c'est-à-dire, ou il nie, c'est-à-dire il ou elle n'avoue pas, vous dit que non, ce n'est pas vrai. On utilise donc le verbe nier. La modestie. La modestie, ou alors être modeste, pour utiliser l'adjectif, la modestie c'est donc le nom, eh bien c'est l'inverse, c'est le contraire de l'arrogance ou d'être arrogant. Lorsque l'on est modeste, eh bien c'est l'inverse, c'est donc que l'on n'est pas arrogant. Lorsque l'on est modeste, lorsque l'on a de la modestie, eh bien, c'est que l'on est capable de dire non, 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 je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus intelligent, etc., etc. On dit donc être modeste ou avoir de la modestie. Se sentir visé. En français, lorsque l'on utilise l'expression se sentir visé, cela signifie, eh bien, que l'on a l'impression que, eh bien, que l'on parle de nous, que quelque chose nous est destiné, est dit pour nous. Par exemple, pour vous donner un exemple, si vous me dites, si quelqu'un dit par exemple, oh, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens arrogants ici, et que moi je dis, oh mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Ce n'est pas vrai, il n'y a pas trop de gens arrogants ici. Eh bien peut-être que cette personne va me dire, Adrien, est-ce que tu te sens visé? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression que je parle de toi lorsque je dis qu'il y a des gens arrogants ici? Est-ce que tu te sens visé? Est-ce que tu as l'impression que c'est de toi que l'on est en train de parler? Se sentir visé. Adrien, est-ce que tu aimes la philosophie? Je ne suis pas un expert, mais j'aime ça, oui. Qu'est-ce que tu penses des Lumières? Eh bien, je pense qu'ils étaient brillants, ha ha ha. Mais dis-moi, t'es vraiment comique? Non, mais sérieusement. Bon, blague à part, je pense que les philosophes du mouvement des Lumières étaient tout à fait remarquables. Ils étaient non seulement d'excellents écrivains, mais aussi de véritables visionnaires. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, les Rousseau, les Voltaire, ils abordaient des sujets et soulevaient des questions qui sont encore aujourd'hui tout à fait actuelles.
Certaines personnes disent, par exemple, que Rousseau manquait de retenue et était quelqu'un de très égocentrique. C'est bizarre, c'est quand même l'un des précurseurs des politiques sociales. Tu sais, les grands philosophes ont bien souvent des personnalités excentriques et paradoxales. Et puis, après tout, on peut très bien être égocentrique tout en étant un défenseur des politiques sociales. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça a l'air d'avoir été une sacrée personnalité, ce Rousseau, tout de même. C'est certain. Moi, je l'admire beaucoup en tout cas, même s'il était probablement arrogant. Vous, les Français, de toute façon, vous êtes tous d'une arrogance. Haha, le fameux cliché sur les Français. Oh, tu ne peux pas nier que, de manière générale, les Français manquent un peu de modestie. Tu n'as pas forcément tort, mais il ne faut pas généraliser non plus. Te sentirais-tu visé? Adrien, est-ce que tu aimes la philosophie? Je ne suis pas un expert, mais j'aime ça, oui. Qu'est-ce que tu penses des Lumières? Eh bien, je pense qu'ils étaient brillants, ha ha ha. Mais dis-moi, t'es vraiment comique? Non, mais sérieusement. Bon, blague à part, je pense que les philosophes du mouvement des Lumières étaient tout à fait remarquables. Ils étaient non seulement d'excellents écrivains, mais aussi de véritables visionnaires. Dans ce dialogue numéro 1, de cette leçon numéro 36, Adrien et Louise discutent ensemble des philosophes français. Les philosophes, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, ce sont les gens qui font de la philosophie. La philosophie, pour rappeler un peu ce que c'est, eh bien, c'est donc la science qui s'intéresse, qui parle des grandes questions générales de la vie, des grandes questions générales de notre monde ou de la société dans laquelle on vit. Qui parle donc de cette grande question d'une manière donc abstraite. Par exemple, une question philosophique, ça pourrait être, par exemple, qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que le monde dans lequel on vit? Etc., etc. Ce genre donc de questions. Et donc Louise, au début de ce dialogue, demande à Adrien s'il aime la philosophie. Adrien répond alors à Louise que oui, il aime la philosophie, il aime cela, même s'il dit qu'il n'est pas un expert. Il n'est pas un expert, alors expert, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, un expert, c'est quelqu'un qui est très spécialisé dans quelque chose, qui connaît très bien quelque chose. Un expert financier, on s'en rappelle, c'est donc une personne qui connaît très bien la finance, qui est donc capable de travailler de manière très spécialisée, de vous donner des conseils, etc., etc., sur les questions financières. Eh bien donc Adrien dit ici il n'est pas un expert de la philosophie. Il ne connaît pas la philosophie si bien que cela, mais il aime quand même la philosophie. Louise demande alors ensuite à Adrien ce qu'il pense des Lumières. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu penses des Lumières ?» Alors les Lumières, qu'est-ce que c'est? On en a parlé un tout petit peu dans le vocabulaire. Les Lumières, c'est un mouvement de penseurs ou de philosophes européens du XVIIIe siècle principalement. Les Lumières, c'était donc des gens, des philosophes principalement, des grands penseurs européens donc qui venaient donc de l'Europe et qui en fait essayaient de répandre des informations, de la culture, des connaissances dans leur société. Ils essayaient en fait d'expliquer aux autres gens qu'est-ce que cela pouvait être, etc., etc. Ils essayaient de répandre des connaissances pour que les gens dans nos sociétés aient plus de connaissances. Bien, pourquoi les appelait-on les Lumières? Eh bien parce que on peut dire qu'ils illuminaient les gens, c'est-à-dire lorsque l'on ne connaît rien, lorsque dans une société les gens ne connaissent pas beaucoup de choses, on peut dire que cette société est obscure ou est dans un obscurantisme. C'est-à-dire que, c'est comme s'il n'y avait pas de lumière, les gens ne connaissaient pas vraiment le monde autour d'eux, ils n'avaient pas beaucoup de connaissances. Les Lumières, ce mouvement philosophique des Lumières, a essayé justement d'apporter de la lumière, c'est-à-dire d'apporter des connaissances en Europe à tous les gens donc qui habitaient dans nos sociétés européennes.
au XVIIIe siècle. Le mouvement des Lumières a été extrêmement important en Europe, et c'est notamment ce mouvement des Lumières, avec toutes les nouvelles connaissances qu'il a apportées dans nos sociétés, eh bien, qui a permis des grandes évolutions sociales, et notamment qui a amené, en France par exemple, la Révolution française de 1789. Donc ce mouvement des Lumières était vraiment très important. C'est donc la question que Louise pose ici à Adrien. Qu'est-ce que tu penses des Lumières? Adrien répond alors à Louise en faisant une blague. Il dit « Eh bien, je pense qu'ils étaient brillants ». Pourquoi est-ce que c'est amusant? Eh bien parce que les lumières, la lumière, c'est forcément brillant. On a dit que quelque chose de brillant, comme une étoile par exemple, eh bien c'est quelque chose qui a beaucoup de lumière. La lumière brille. Donc Adrien est en train de dire, eh bien les lumières étaient des gens brillants, c'est-à-dire des gens très intelligents, mais c'est évidemment amusant, c'est un jeu de mots, car ce mouvement s'appelle les lumières et que la lumière est donc brillante. Bref, Louise répond alors ensuite à Adrien, ha ha ha, mais tu es vraiment comique, tu es vraiment drôle, est-ce que tu crois vraiment en fait que tu es drôle? Louise est un peu sarcastique, ici, en fait, ce qu'elle veut dire lorsqu'elle dit ha ha ha, mais tu es vraiment comique, Adrien, eh bien en fait, elle est en train de lui dire, bon, arrête de faire des blagues nulles, hein, et dis-moi plutôt sérieusement ce que tu penses des Lumières. Voilà donc la question que pose ici Louise à Adrien. Adrien répond alors sérieusement à Louise. Il lui répond sérieusement puisqu'il dit, au début de sa réponse, il dit donc, bon, blague à part, comme si, eh bien, les blagues que je fais, je vais les mettre à part, je vais les mettre de côté, donc blague à part, donc plus sérieusement, c'est ce qu'Adrien est en train de dire, et il explique qu'il pense que les philosophes du mouvement des Lumières, hein, un mouvement, on le rappelle, on l'a expliqué dans le vocabulaire, un mouvement c'est un groupe de personnes qui font quelque chose ensemble, qui pensent la même chose, qui veulent créer quelque chose de commun, qui veulent changer quelque chose dans le monde dans lequel on vit ou dans la société dans laquelle on vit. Donc, ce mouvement des Lumières, c'est donc cet ensemble de philosophes qui, ensemble, avaient une nouvelle idée de la société, une nouvelle idée du monde et qui ont essayé, par leurs idées, par leur philosophie, de changer les sociétés européennes. Donc, on peut appeler les Lumières un mouvement, ce mouvement des Lumières. Donc, Adrien explique alors que les philosophes de ce mouvement des Lumières, donc, étaient des gens tout à fait remarquables. Tout à fait remarquables. Alors, ce qui est important ici de noter, eh bien, c'est que Adrien dit tout à fait, c'est-à-dire vraiment, tout à fait, c'est donc vraiment ici, c'est la même chose, tout à fait remarquable, donc vraiment ou complètement remarquable. Alors, remarquable est un adjectif, est ce que l'on peut appeler en français un adjectif emphatique. Alors, le mot emphatique n'est pas très important, ce n'est pas important de le retenir. En fait, ce qui est important de retenir, eh bien, c'est que l'adjectif remarquable est un adjectif avec un sens très fort. Hein, par exemple, bon, c'est un adjectif, on peut être plus ou moins bon. Remarquable, c'est un sens beaucoup plus fort. Par exemple, bon serait peut-être ici, remarquable serait ici. Alors, remarquable, extraordinaire, fabuleux, génial, super, etc. Ce sont des adjectifs avec des sens très forts. Donc, c'est ce que l'on appelle les adjectifs emphatiques. Pourquoi c'est important de comprendre cela, ces adjectifs avec un sens très fort? Par exemple, dans le sens inverse, là, on a dit génial, super, remarquable, formidable, etc. À l'opposé, on pourrait penser à des adjectifs avec des sens très négatifs, comme par exemple terrible, etc., etc. Bref, ces adjectifs emphatiques, donc, eh bien, si l'on veut insister sur l'adjectif, comme on peut le faire en français, eh bien, il faudra utiliser vraiment, ou alors peut-être tout à fait, comme le fait ici Adrien. Tout à fait remarquable, c'était vraiment super, c'était vraiment génial, etc., etc.
pour ces adjectifs emphatiques, donc, on ne pourra pas utiliser très. Hein, par exemple, on a vu, en français, on pouvait mettre très devant un adjectif pour donner un peu plus de force à l'adjectif. C'était très bon. C'était très beau, etc. Il fait très chaud, etc., etc. Eh bien, pour les adjectifs emphatiques, on ne pourra pas utiliser le très. Pourquoi? Eh bien, parce que l'adjectif a déjà un sens très fort. On ne pourra pas dire « Oh, c'est très remarquable ». Non, on ne peut pas dire cela en français. C'est très extraordinaire, non plus. C'est très génial, c'est très super, on ne peut pas dire cela en français. On pourra dire, par contre, si l'on veut insister sur le fait que c'était génial, que c'était super, que c'était remarquable, etc. Si l'on veut insister là-dessus, eh bien on dira que c'est vraiment génial, que c'est vraiment super, que c'est vraiment remarquable. On ne pourra pas dire très. Voilà donc ce qu'est plus ou moins un adjectif emphatique. On en parlera un peu plus tout au long de cette leçon numéro 36. Adrien continue alors. Il a dit que ces philosophes du mouvement des Lumières étaient tout à fait remarquables. C'est-à-dire ils étaient vraiment... on pouvait les remarquer, ce qu'ils ont fait, donc ce qu'ils ont fait était remarquable, était vraiment très bien. Ensuite, Adrien continue, il dit « Ils étaient non seulement d'excellents écrivains, mais aussi de véritables visionnaires. » Alors, non seulement, mais aussi. Seulement, en français, on le sait, contient le mot seul. Par exemple, si je n'ai qu'un seul, bonbon, eh bien, j'en ai seulement un. J'en ai qu'un seul, j'en ai seulement un. Donc ici, Adrien dit, ils étaient non seulement, c'est-à-dire il n'y en avait pas qu'un, c'était pas uniquement, ils n'étaient pas seulement d'excellents écrivains, donc ils étaient d'excellents écrivains, mais ce n'est pas tout, ils n'étaient pas seulement d'excellents écrivains, ils étaient aussi de véritables visionnaires. Véritable signifie vrai. Quelque chose de vrai, par exemple, si je vous dis c'est une vraie catastrophe, c'est-à-dire c'est vraiment une catastrophe, je peux dire c'est une véritable catastrophe. Donc ils étaient également, ces philosophes des Lumières, de véritables visionnaires, de vrais visionnaires, c'est-à-dire des gens, des philosophes, qui étaient capables de voir, de penser à des choses bien avant les autres. Hein, ils voyaient les choses, ils pensaient aux choses avant les autres gens, donc de leur époque. Bref, ils étaient non seulement d'excellents écrivains, mais aussi de véritables visionnaires. Non seulement, mais aussi est une tournure de phrase que l'on peut utiliser en français pour dire que quelqu'un avait quelque chose en plus de quelque chose. Ils étaient de bons écrivains, mais aussi de véritables visionnaires. Donc, ils étaient non seulement, donc c'est pour insister, qu'ils n'étaient pas seulement d'excellents écrivains, ils étaient non seulement d'excellents écrivains, mais aussi de véritables visionnaires. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, les Rousseau, les Voltaire, ils abordaient des sujets et soulevaient des questions qui sont encore aujourd'hui tout à fait actuelles. Certaines personnes disent, par exemple, que Rousseau manquait de retenue et était quelqu'un de très égocentrique. C'est bizarre, c'est quand même l'un des précurseurs des politiques sociales. Tu sais, les grands philosophes ont bien souvent des personnalités excentriques et paradoxales. Et puis, après tout, on peut très bien être égocentrique tout en étant un défenseur des politiques sociales. Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise que, selon lui, les philosophes du mouvement des Lumières, eh bien, étaient non seulement d'excellents écrivains, mais aussi, mais en plus de cela, mais aussi, ils étaient de véritables visionnaires. Eh bien, Louise, ici, demande à Adrien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, on avait déjà vu cette expression en français, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça signifie tout simplement, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça signifie quand tu dis cela? Lorsque tu dis cela. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire exactement lorsque tu me dis, qu'ils étaient aussi de véritables visionnaires? Et donc, Adrien répond à Louise. Il lui dit, tu sais,
les Rousseau, les Voltaire, eh bien, c'était donc des philosophes qui abordaient des sujets, abordaient donc, qui parlaient de sujets, qui abordaient des sujets donc, et soulevaient, on l'a déjà vu, soulevaient des questions, c'est-à-dire posaient des questions, se demandaient des choses, se demandaient donc des questions, donc ils abordaient des sujets, ces philosophes, ils soulevaient des questions qui sont encore tout à fait actuelles aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des questions que l'on se pose, que l'on soulève encore aujourd'hui. Ce sont des sujets que l'on aborde, donc des sujets dont on parle encore aujourd'hui. Donc les questions qu'ils soulevaient, ces philosophes des Lumières, les sujets qu'ils abordaient, ces philosophes des Lumières, eh bien, étaient tout à fait actuels. C'est pour cela qu'Adrien dit donc qu'ils étaient de véritables visionnaires, car ils savaient, c'est un peu comme si au XVIIIe siècle, ils savaient déjà les questions, les problèmes que l'on aurait aujourd'hui. Donc, c'était de véritables visionnaires. Alors ici, Adrien dit les Rousseau, les Voltaire. C'est une façon de parler en français lorsqu'on dit « Oh, tu sais, les Rousseau, les Voltaire », en fait, ce que Adrien est en train de dire, c'est les gens comme Rousseau, les gens comme Voltaire. Ou alors, les philosophes, puisqu'on parle de philosophes, les philosophes comme Rousseau, les philosophes comme Voltaire. Hein, les Rousseau, les Voltaire. Donc, c'est ce qu'Adrien est en train de dire. Il est donc en train de référer, de parler plus généralement, donc, des philosophes, donc, du mouvement des Lumières. Les Rousseau, les Voltaire, etc. Alors, Rousseau et Voltaire, qui étaient-ce? Eh ben, c'est donc deux des philosophes de ce mouvement des Lumières. C'était deux philosophes français extrêmement célèbres, extrêmement connus, donc du mouvement des Lumières. Alors, Jean-Jacques Rousseau, lui, n'est pas né exactement en France, il n'a pas vraiment grandi exactement en France, ou en tout cas, il n'a pas passé toute sa vie en France, puisqu'il est originaire de Genève. Genève, c'est donc une ville en Suisse. Donc en Suisse, à la frontière de la France. Mais il a toujours écrit et fait de la philosophie, évidemment, en langue française, et c'est donc pourquoi c'est un philosophe très 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 important en France. Voltaire, évidemment, est également un philosophe extrêmement important pour la France. La chose amusante est que donc Voltaire et Rousseau ont passé une grosse partie de leur vie à se répondre l'un à l'autre. Ils n'étaient pas tout le temps d'accord l'un avec l'autre, d'ailleurs ils étaient souvent en désaccord l'un avec l'autre, et ils s'écrivaient des lettres l'un à l'autre pour se dire eh bien pourquoi ils n'étaient pas d'accord sur leur philosophie. Mais en fait, ça a tout de même été deux philosophes qui ont apporté énormément à la philosophie et au mouvement des Lumières, donc de ce XVIIIe siècle. La chose amusante à noter, enfin, eh bien, c'est que Voltaire et Rousseau sont morts tous deux en 1778, donc la même année. Louise répond alors ensuite à Adrien, après que Adrien lui ait expliqué pourquoi il pensait que, eh bien, ces philosophes étaient des visionnaires. Louise lui répond « Oh, certaines personnes disent que Rousseau, notamment, donc Jean-Jacques Rousseau, ce philosophe dont j'étais en train de parler, eh bien que Rousseau manquait de retenue. Manquer de, donc c'est une façon, encore une fois, de décrire la personnalité, le caractère de quelqu'un. Alors on se rappelle, hein, on avait dit être, verbe être plus adjectif, il est beau, elle est belle, etc., etc. Ou alors verbe avoir, utilisation du verbe avoir plus nom. Il a de la beauté, il a du charisme, etc. On peut également utiliser manquer de quelque chose. Donc, lorsque l'on dit manquer de quelque chose, ce quelque chose sera un nom. Ici, c'est ce que dit Louise. J'ai entendu dire, donc, certaines personnes disent que Rousseau manquait de charisme. Lorsque l'on dit que Rousseau manquait pas de charisme, de retenue, lorsque Rousseau manquait de retenue, lorsque l'on dit cela, c'est que Rousseau n'avait pas assez de retenue. Donc, être plus adjectif, avoir plus nom, ou encore ici, comme on le voit, manquer de quelque chose, donc manquer de plus
Non, le Rousseau manquait donc de retenue. C'est ce que Louise a entendu dire. Par ailleurs, elle dit que elle a également entendu dire qu'il était égocentrique, qu'il était vraiment égocentrique, c'est-à-dire qu'il pensait beaucoup à lui-même, qu'il pensait beaucoup à son ego, et qu'il avait peut-être du mal, à écouter les autres, à écouter ce que pouvaient dire les autres, car il pensait énormément à son propre ego. Il était centré donc sur son ego, il était donc égocentrique. Voilà ce que Louise a entendu de Jean-Jacques Rousseau. Et elle ajoute ensuite que c'est quand même bizarre, qu'il manquait de retenue, qu'il était égocentrique, puisque, comme elle l'explique, Jean-Jacques Rousseau était un des précurseurs des politiques sociales. Alors, un des précurseurs, on le rappelle, précurseur, on l'a vu dans le vocabulaire, quelqu'un qui est précurseur dans quelque chose, c'est quelqu'un qui a été donc l'un des premiers, ou peut-être même le premier, à faire cette chose. Donc lorsque Louise dit que Rousseau était l'un des précurseurs des politiques sociales, c'est-à-dire que Rousseau était l'un des premiers philosophes à penser, à réfléchir, à proposer des réponses donc sur ces questions des politiques sociales. Alors, ce que l'on appelle les politiques sociales, ici, c'est donc les politiques, on le sait, les politiques, ça correspond à l'ensemble des lois, des choses qu'un gouvernement, qu'un État, instaure, applique sur son territoire. Les politiques sociales, c'est donc ces lois sociales pour essayer probablement de faire en sorte que les gens vivent mieux, que la vie soit plus égale, qu'il y ait donc de l'argent à redistribuer pour les pauvres. Alors là, ce sont des grandes généralités que je suis en train de faire, mais voilà, en quelque sorte, à quoi correspondent les politiques sociales. Comment faire en sorte que la société vive mieux ensemble. Donc, Jean-Jacques Rousseau était l'un des précurseurs, l'un des premiers philosophes à vraiment poser ces grandes questions donc sur les politiques sociales en France. Adrien répond alors à Louise, puisque Louise trouvait cela bizarre, donc, cette personnalité de Jean-Jacques Rousseau. Adrien lui répond et lui dit, tu sais Louise, les grands philosophes, c'est-à-dire les philosophes populaires, les philosophes connus, ils ont bien souvent, des personnalités excentriques et paradoxales. Alors, excentriques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le centre, qui ne sont pas dans la norme, qui ne sont pas vraiment normales. Ils ont des personnalités excentriques, c'est-à-dire ils ont des personnalités bizarres, ils ont des personnalités étranges. Et paradoxales, c'est-à-dire qui parfois manquent de logique. Ils ont des personnalités, ils font des choses dans leur vie de tous les jours qui sont parfois paradoxales, qui manquent de logique et que nous, on ne peut pas vraiment comprendre. Donc voilà ce que dit Adrien à Louise. Tu sais, c'est bizarre, tu penses que c'est bizarre, mais en fait, c'est parce que ils ont souvent, donc ces grands philosophes, des personnalités excentriques, pas trop normales donc, et paradoxales, c'est-à-dire qui manquent de logique. Mais Adrien ajoute, mais tu sais, on peut tout à fait être égocentrique, c'est-à-dire penser beaucoup à son ego, ne pas vraiment penser aux autres, et également être tout en étant, c'est-à-dire et également en même temps, tout en étant donc un défenseur des politiques sociales. Donc c'est ce que dit Adrien à Louise. On peut être égocentrique tout en étant un défenseur, c'est-à-dire en défendant, en étant pour donc les politiques sociales. C'est ce qu'explique Adrien à Louise ici. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça a l'air d'avoir été une sacrée personnalité, ce Rousseau, tout de même. C'est certain. Moi, je l'admire beaucoup en tout cas, même s'il était probablement arrogant. Vous, les Français, de toute façon, vous êtes tous d'une arrogance. Haha, le fameux cliché sur les Français. Oh, tu ne peux pas nier que, de manière générale, les Français manquent un peu de modestie. Tu n'as pas forcément tort, mais il ne faut pas généraliser non plus. Te sentirais-tu visé ? Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise que selon lui, on peut tout à fait être quelqu'un d'égocentrique tout en étant un défenseur, c'est-à-dire même en étant un défenseur des politiques sociales, Louise ici répond alors à Adrien et elle lui dit oui c'est vrai,
tu as raison, et elle ajoute, ça a l'air d'avoir été un sacré personnage, une sacrée personnalité, ce Jean-Jacques Rousseau. C'est ce que dit Louise ici. Ça a l'air d'avoir été, hein, j'ai l'impression qu'il a été, ça a l'air d'avoir été, donc on parle de Jean-Jacques Rousseau, hein, c'est-à-dire lui, Jean-Jacques Rousseau, ça a l'air d'avoir été, donc une sacrée personnalité. Alors sacré, on l'a déjà dit, hein, sacré ça réfère, ça renvoie à Dieu, hein. Lorsque l'on dit en français c'est sacrément bon, c'est-à-dire que c'est vraiment très bon, et quand on dit que quelqu'un est une sacrée personnalité, c'est que quelqu'un est vraiment une forte personnalité, quelqu'un que l'on remarque facilement, quelqu'un dont on se souvient, quelqu'un qui a une très forte personnalité, un très fort caractère. Donc c'est ce que dit Louise ici. Ça a l'air, hein, j'ai l'impression, ça a l'air d'avoir été, hein, il a été dans le passé, Jean-Jacques Rousseau, donc ça a l'air d'avoir été une sacrée personnalité, ce Jean-Jacques Rousseau. C'est ce que dit Louise ici. Adrien répond à Louise et il dit, c'est certain. Et il dit, moi en tout cas, je l'admire beaucoup, ce Jean-Jacques Rousseau, donc je l'admire beaucoup, je trouve qu'il était quelqu'un de brillant, hein, je trouve qu'il était quelqu'un de très intelligent, je l'admire, j'ai énormément d'intérêt pour ce qu'il a fait, je l'admire beaucoup, même si, comme l'explique Adrien, il était probablement quelqu'un d'assez arrogant, c'est-à-dire que probablement il essayait de prouver, de montrer aux autres qu'il était très intelligent, qu'il était même peut-être donc plus intelligent que les autres. Donc même s'il était arrogant, Adrien admire beaucoup Rousseau. Louise répond ensuite à Adrien en rigolant, en plaisantant, et elle dit donc « Ah mais vous les Français, vous êtes tous d'une arrogance, hein, être d'une arrogance. » Donc Louise est évidemment ici en train de dire que elle pense que beaucoup de Français sont arrogants. Beaucoup de Français pensent être donc plus intelligents, plus beaux, etc. que les autres. Nous sommes donc, les Français, plus arrogants, en tout cas très arrogants, peut-être donc plus arrogants que les autres. Donc voilà une autre façon encore de parler du caractère, de la personnalité de quelqu'un. On a vu donc être plus adjectif, tu es beau, on a vu avoir plus nom, il a du charisme, par exemple, on a vu manquer plus nom, il manque de charisme, il manque de retenue, par exemple. Voici donc une autre façon ici de décrire la personnalité, le caractère de quelqu'un, et c'est donc être d'un ou être d'une, donc plus nom. Et généralement, on ajoute également un adjectif encore derrière le nom. Alors, c'est ici ce que dit Louise, vous êtes d'une arrogance. Alors ici, elle n'a pas ajouté d'adjectif derrière le nom, hein, elle ne l'a pas fait, mais en général, on le fait lorsque l'on utilise cette tournure. Donc, vous êtes d'une arrogance, alors c'est généralement lorsque l'on veut vraiment insister sur un point, donc du caractère, de la personnalité de quelqu'un. Louise est en train de dire ici que les Français sont vraiment très arrogants. Elle dit, vous êtes d'une arrogance, on pourrait dire même, vous êtes d'une arrogance exceptionnelle. Vous êtes vraiment très arrogant. Donc généralement, comme je l'ai dit, quand on utilise vous être d'un ou être d'une, donc plus nom, généralement on rajoute encore un adjectif derrière. Par exemple, on peut dire, ah, cette personne est d'une méchanceté extraordinaire. C'est-à-dire, cette personne est vraiment très méchante. Ou alors, ce gars est d'une intelligence exceptionnelle. C'est-à-dire, ce gars est vraiment très intelligent. Voilà donc une autre façon de parler du caractère de quelqu'un. Donc, une fois que Louise a dit à Adrien qu'elle pense que les Français sont très arrogants, que les Français sont d'une arrogance, eh bien, Adrien lui répond, ah, le fameux cliché sur les Français, c'est-à-dire ce cliché que tout le monde dit, que tout le monde répète, que tout le monde connaît. Le fameux. Hein. Fameux, c'est connu, populaire. On l'a comme famous en anglais. Donc, oh, le fameux cliché, hein, le cliché, je le répète, on l'a expliqué dans le vocabulaire. Un cliché, c'est donc quelque chose que l'on dit communément, que l'on dit souvent, que l'on pense souvent, donc sur quelque chose ou sur un groupe de personnes.
un cliché sur les Français. Donc, on est romantique, on est arrogant. Ça, c'est des clichés que l'on a sur les Français, par exemple. Donc, l'arrogance, comme l'explique Adrien, c'est l'un des fameux clichés que les gens ont sur les Français. Ensuite, eh bien, Louise répond alors à Adrien, « Oh, tu ne peux pas nier que les Français, de manière générale, donc, manquent de modestie. Hein. » Là, encore une fois, manquer de, plus non. Le nom ici, c'est modestie. Les Français ne sont pas modestes, donc être plus adjectif, ne sont pas modestes, ou comme le fait Louise ici, les Français manquent de modestie. C'est ce que dit Louise. Tu ne peux pas nier, c'est ce qu'elle dit à Adrien, tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas me dire, ah non, ce n'est pas vrai, les Français ne sont pas arrogants, les Français ont de la modestie. Elle me dit, c'est ce que Louise est en train de dire ici, tu ne peux pas le nier, tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Et Adrien répond alors à Louise, juste après, tu n'as pas forcément tort, c'est-à-dire tu n'as pas complètement tort, tu as un peu raison, hein, tu n'as pas forcément tort, mais Adrien explique, il ne faut pas généraliser non plus. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus généraliser, il ne faut pas faire comme si, parce que on dit parfois, on a parfois ce fameux cliché sur les Français, que les Français sont arrogants, ou alors que les Français sont romantiques. Eh bien, ce n'est pas parce que on a ce cliché qu'il faut penser que tous les Français sont arrogants, ou alors que tous les Français sont romantique. Il ne faut pas généraliser. Voilà ce qu'Adrien répond alors à Louise. Et Louise, enfin, dit à Adrien, te sentirais-tu visé? Te sentirais-tu visé? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression que je parle de toi quand je dis que les Français sont arrogants? Pourquoi es-tu en train de défendre les Français? Pourquoi es-tu en train de dire mais il ne faut pas généraliser, etc., etc. Est-ce que tu es en train de dire ça parce que tu as l'impression que je suis en train de dire que tu es arrogant? Donc c'est pour cela que Louise dit, te sentirais-tu, hein, conditionnel, te sentirais-tu visé? Est-ce que tu as l'impression que c'est de toi que je parle? Est-ce que tu te sens visé? Te sentirais-tu visé? Voilà donc comment conclut ce dialogue Louise.